Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 10 avril. Le naufrage du pétrolier Erika dû à une fissure dans la coque, c'est la version donnée par la société italienne Rina, chargée du contrôle du navire. Enquête de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Gaffe aux étiquettes, les produits alimentaires contenant plus d'1% d'organismes génétiquement modifiés, OGM, doivent être obligatoirement signalés à compter de ce 10 avril. Au Zimbabwe, la situation de plusieurs centaines de familles de fermiers blancs devient critique. Les violences se multiplient contre eux. Pour mieux combattre la polyarthrite rhumatoïde qui touche 400 000 personnes en France, une collecte du patrimoine génétique de 10 000 personnes est lancée. Et puis cinéma avec le film d'Alexandre Arcadi, Là-bas mon pays, sorti mercredi prochain. À peine 4 mois après le naufrage du pétrolier Erika, battant pavillon maltais au large du Sud Finistère, on commence à un peu mieux connaître les conditions de cet accident maritime qui entraîna une marée noire. La société italienne Rina, chargée du contrôle du navire, a reconstitué, minute par minute, l'enchaînement des faits du naufrage. Le rapport italien va plutôt à l'encontre de l'enquête française, mettant en cause sévèrement le rôle du capitaine de l'Erika. Enquête Patrick Fandiot, Valérie Lucas. Chronique d'un naufrage reconstitué. Voilà comment Rina riposte. Ces images de synthèse que nous avons pu nous procurer ne seront dévoilées que demain à Monaco. Car la société italienne chargée de contrôler l'Erika livre enfin sa propre explication sur l'origine de la catastrophe. Et la voici. Une fissure externe sur une partie mal soudée lors de précédentes réparations. Elle se propage, soulève une partie du pont. Le navire se brise après une longue agonie qui va durer 18 heures. C'est le scénario imaginé par les experts de Rina. Un scénario dans lequel la société n'a pas de responsabilité dans le naufrage. Il y a eu une fissure dans la partie basse du navire. La situation était mal appréciée, mal contrôlée et les procédures d'urgence dans ces cas-là n'ont pas été suivies. Autrement dit, le rapport de Rina est un réquisitoire presque accablant contre le capitaine indien de l'Erika, un homme sans expérience qui aurait mal apprécié la gravité de la situation et conduit le navire à sa perte. Un portrait au vitriol qu'on conteste ici, au bureau d'enquête français qui avait innocenté le capitaine. Ce commandant avait 3 ans de commandement derrière lui, ce qui est déjà une expérience importante. Il avait de longues années de navigation, presque tout assuré au pétrole. Nous avons vérifié ses précédents embarquements et dans ces conditions-là, nous n'avons pas relevé de déficit de comportement. Les enquêteurs français font remarquer que le rapport de Rina ne dit presque rien sur la corrosion à l'intérieur du pétrolier. Or, sur ces premiers morceaux de l'Erika, elle est encore importante. Une corrosion qui pourrait atteindre jusqu'à 68% de l'acier dans les parties les plus sensibles du tanker. Dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, il y a désormais obligation, depuis ce matin, d'un étiquetage précis pour les aliments et ingrédients alimentaires contenant plus d'1% d'OGM, organismes génétiquement modifiés. Même les additifs contenant des OGM devront être signalés sur les étiquettes. Encore faudra-t-il déchiffrer les dites étiquettes, encore faut-il savoir que les laboratoires n'ont pas les moyens pour l'instant de détecter vraiment la présence d'OGM, et ce avec certitude. Reportage Marie-Pierre Semitier et Nathalie Gallet. Rarissimes, les étiquettes qui signalent les OGM comme ces cannelloni. Ils contiennent du soja transgénique. Normal car la France consomme énormément de soja américain modifié génétiquement. La réglementation sur les étiquettes concerne les additifs, à savoir l'amidon de maïs et la lécithine de soja, qu'on trouve partout, jusque dans les barres de chocolat. Apparemment, les industriels n'ont rien modifié. Or, à propos d'OGM, les consommateurs sont méfiants. Ouais, je regarde ce qu'il y a marqué sur la boîte. Sur la boîte ou sur le paquet. Et c'est écrit OGM? Ah ben, je prends pas. S'il y a écrit OGM, vous achetez ou pas? Non, j'aurais tendance à pas le faire. Jusque-là, c'était donc le flou pour signaler les OGM car les additifs en étaient dispensés. Alors Greenpeace a dressé une liste noire des produits suspects. Il faut savoir que lorsque les additifs n'étaient pas inclus dans la réglementation, c'était environ 60 à 80% des produits qui pouvaient contenir des OGM qui n'auraient pas été étiquetés. Pour vérifier la teneur en OGM, les contrôleurs de la répression des fraudes prélèvent les produits finis pour les analyser.
Les contrôleurs se rendent aussi chez les industriels du soja ou du maïs qui transforment la matière première. Ce dard de métal prélève le maïs, plus facile à analyser lorsqu'il est en grains que lorsqu'il est dilué dans le chocolat ou dans les plats cuisinés. Ça permet de maîtriser la filière le plus en amont possible, c'est-à-dire de pouvoir déterminer le plus facilement les responsabilités. Or, au laboratoire public, celui de la répression des fraudes, le seul qui contrôle l'ADN pour les OGM en France, on n'a pas encore l'appareil nécessaire pour vérifier la teneur exacte en organismes modifiés génétiquement. On ne peut pas encore aujourd'hui vous dire 10% plus ou moins combien. L'appareil de PCR nouveau que vous attendez devra vous permettre d'aller plus loin dans ces investigations. C'est un outil supplémentaire, effectivement. Et qui vous manque beaucoup actuellement? Dont on a besoin, oui. Cet appareil qui leur fait défaut coûte entre 600 et 900 000 francs. Le ministère des Finances l'avait promis l'an dernier. On devait débloquer l'argent pour l'acheter. Ce n'est pour l'instant qu'un beau projet. Mais dans le principe de précaution appliqué avec une extrême vigilance officiellement dans tout le secteur alimentaire, il ne s'agit pas seulement des OGM. Ainsi, aujourd'hui à Paris, l'organisation Codex Alimentarius, je vous explique, c'était l'agence de l'ONU chargée de définir les normes alimentaires dans le monde. Cette agence rassemblait 165 représentants d'États ou de gouvernements aujourd'hui à Paris. Les normes fixées par le Codex concernent l'hygiène, l'étiquetage, les additifs alimentaires et les inspections sanitaires. Bien sûr, la définition de ces normes a des conséquences commerciales extrêmement importantes. Explication Éric Mézy et Vincent Ferreira. On ne s'en soucie guère lorsque l'on fait ses courses. Pourtant, l'eau minérale, les biscuits, la viande sont fabriqués selon des normes précises définies au niveau mondial. Qu'est-ce qu'un yaourt par exemple? Un produit vivant avec une durée de vie limitée, comme le veulent les Français, ou un simple produit stérile que l'on pourra conserver jusqu'à 1 an? C'est beaucoup plus facile de transporter sur de longues distances le yaourt, si j'ose dire, thermisé, donc ce produit de conserve. Vous n'avez pas les contraintes de réfrigération du transport, mais à ce moment-là, vous perdez aussi le bénéfice santé attaché au ferment vivant du yaourt. La bonne définition du yaourt, ce sont ces délégués venus de 165 pays qui vont la mettre au point. Il leur faudra peut-être des années. Ils sont spécialistes de la santé, mais surtout experts en questions commerciales, parfois même lobbyistes de l'industrie agroalimentaire. Tout ce que ces gens ont en tête, c'est de pouvoir s'assurer que leurs intérêts économiques et commerciaux soient protégés. Ainsi, quand les Français mettent aujourd'hui en avant le principe de précaution, vis-à-vis des OGM entre autres, les Américains crient au protectionnisme. Il ne s'agit en aucune façon d'un protectionnisme déguisé. Il faut que nous ayons des principes et des règles suffisamment clairs et adoptés par consensus pour que ce ne soit pas un obstacle au commerce. Le dialogue de sourds entre Européens et Américains se poursuit donc. Et la semaine paraît bien courte pour rapprocher des points de vue aussi éloignés. 30 jours, cela fait 30 jours que la Poste de Nice est en grève. 500 000 plis, colis ou lettres sont bloqués. Quelques usagers, quelques entreprises s'organisent pour récupérer ce courrier. Et un service de substitution est assuré par des agents non grévistes ou encore par des entreprises privées. Aujourd'hui, le dialogue entre la direction et les syndicats a repris à Nice à propos de la réduction du temps de travail. Correspondance Olivier Théron et Hervé Pozzo. Des casiers pleins. Il y aurait 500 000 plis en attente. Pour les professionnels qui résident dans le quartier visé par la grève des postiers, la Chambre de commerce a mis en place une plateforme de distribution. Mais après une demi-heure d'attente, c'est souvent la déception. Globalement, ça fonctionne correctement? Pas tellement, non. On n'en a pas beaucoup et d'habitude, ça fait une journée. Ça, c'est pour la semaine. Pour les envois, vous faites comment? Les envois, on se débrouille comme on peut. À la limite, on fait du porte-à-porte, on va chez le client. La Poste pourtant multiplie les initiatives pour aider les usagers. Numéro vert, centre téléphonique. Elle a même recours à de la sous-traitance pour gérer les colis. Pour limiter l'impact de la grève sur l'activité économique, il a même été demandé certaines souplesses aux administrations. On est intervenu auprès des principales administrations, Trésorerie Générale, URSSAF, Banque de France, qui nous ont d'ailleurs répondu et on leur a demandé d'être, je dirais, clément vis-à-vis des chefs d'entreprise qui sont dans une situation extrêmement pénible. J'ai un enlèvement chez Gardette, un pli très urgent à prendre pour Mégapom. La solution face à l'urgence pour certains, c'est le privé. Les entreprises de coursiers et les transporteurs ont dopé leur chiffre d'affaires ces dernières semaines. Plus 20% pour cette petite société niçoise. On ne peut pas répondre à la demande des particuliers
et des professions libérales, hein, une entreprise. Je ne peux pas tenir comme ça. Je refuse. Un appel sur 4, sur 5, je refuse. Hein, je ne peux pas tout faire. Idem pour les transporteurs de plus grande envergure, comme DHL ou Fédéral Express. Le conflit de la Poste est en passe de s'étendre. Déjà, le bureau de Menton a débrayé. Si aucune issue n'est trouvée avant 2 jours, 3 autres centres sur Nice ont annoncé qu'ils se joindraient au mouvement. Les embarras domestiques continuent à Dijon, mais également à Beauvais. À Dijon, les 120 éboueurs de la Société économique franco-suisse sont toujours en grève. Depuis 14 jours, le ramassage des ordures ne se fait plus dans les rues de Dijon. Le conflit porte sur les 35 heures. À Beauvais, même origine de conflit. Et là, on a dépassé la semaine de grève. C'est à Bruxelles que plus d'1 millier de salariés d'ABB Alstom Power sont venus manifester contre le plan de suppression d'emplois prévu par la société multinationale. 10 000 emplois en moins dans le monde, dont 1 500 en France sont prévus dans la restructuration du groupe ABB Alstom Power. Un mandat d'arrêt international a été lancé à l'encontre de l'homme d'affaires gallois Alfred Gooding. Celui-ci avait racheté une fabrique de téléviseurs en Moselle à Creutzwald. En fait de rachat, la justice le soupçonne d'avoir détourné plus de 38 millions de francs. Et depuis le passage de ce sauveur d'entreprise, entre guillemets, 300 emplois ont été supprimés. Enquête Jérôme Soulard, Yann Fronti. Noël 93 au Conseil régional de Lorraine, toutes les personnalités locales sont là pour recevoir le sauveur de l'usine de Creutzwald. Pour 30 millions de francs qu'il promet d'injecter, Alfred Gooding vient de racheter la fabrique de téléviseurs. 350 emplois à préserver grâce à des méthodes libérales qu'il se fait un plaisir d'expliquer. Vous savez, les gens qui pensent qu'ils auront un travail identique toute leur vie dans la même entreprise se trompent. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, le business, c'est la flexibilité. Les gens doivent se préparer à changer 2 ou 3 fois de métier, de poste dans leur carrière et même d'entreprise. C'est le monde dans lequel nous vivons. 7 ans plus tard, le petit monde d'Alfred Gooding a bien changé. Recherché pour abus de biens sociaux, l'industriel est introuvable, comme les 30 millions de francs promis à la reprise qui n'ont jamais été versés. Pire, d'après Bernard Pavlik, syndicaliste sur le site depuis 30 ans, 8 millions de francs auraient même été frauduleusement prélevés par Gooding. Un détournement total de 38 millions de francs. De ce fait-là, certains clients n'ont pas été livrés. Ça a fait qu'on a eu une perte de clients, on a eu une perte de commandes, et même pour acheter le matériel, on n'a toujours pas d'argent. Donc ça a fait qu'il y a eu énormément de chômage partiel. Et ensuite, ça s'est terminé par un redressement judiciaire en juin 1995, et ça s'est terminé par un plan social, avec reprise par le groupe Copilur, plan social de 150 personnes. Suppression d'emplois et aide publique importante, versée notamment à l'époque par la région Lorraine, sans regret aucun. Nous avons, aux côtés de l'État et de l'Europe, nous avons en effet investi en termes de subventions. Nous avons en contrepartie obtenu, je vous dis, le maintien de 350 emplois dans un premier temps, et il en reste aujourd'hui 200. Je crois que ces centaines d'hommes, années de travail, méritent aussi considération. Reste qu'en moins de 10 ans, le site de Creutzwald a perdu 700 emplois et quelques millions de francs détournés par un industriel britannique recherché aujourd'hui par toutes les polices de France. Les grèves des agents d'aéroports de Paris n'ont guère perturbé le trafic aujourd'hui, que ce soit à Orly ou encore à Roissy. Les compagnies avaient pris leurs dispositions en affectant leur propre personnel au guichet d'accueil et d'enregistrement. La grève a pour origine l'application des 35 heures. Alors si vous êtes susceptible d'utiliser Roissy ou Orly, voici 2 numéros de téléphone pour vous renseigner. Le 01 48 62 22 80 pour Roissy, le 01 49 75 15 15 pour Orly. Vous retrouverez tout cela sur notre adresse internet que vous verrez au générique de fin de cette édition. 5 ans, ça suffit pour le mandat présidentiel, selon un sondage Ipsos publié par France Soir ce matin. 78% des Français souhaiteraient ainsi que la durée du mandat du président de la République soit ramenée de 7 à 5 ans. Jacques Chirac, qui achèvera bientôt sa 5e année de chef de l'État, entamait ce matin une visite d'État en Suède. Les 2 pays vont se succéder à la présidence de l'Union européenne, la France à partir du 1er juillet, le Royaume de Suède à partir du 1er janvier 2001. M. Chirac était attendu par le roi Carl XVI Gustave et la reine Silvia, mais il a également rencontré un peu plus tard le Premier ministre suédois, M. Göran Persson. À noter que M. Chirac a souhaité que l'alliance entre Renault et Volvo se fasse. Une alliance dans le secteur de la construction des poids lourds serait effectivement imminente.
En Grèce, le Parti socialiste a eu très chaud. Le PASOK conserve le pouvoir, mais de justesse, après les élections législatives d'hier. Le Premier ministre Kostas Simitis, que vous voyez, parle d'une victoire substantielle. Il a rendu visite au président Grèce Kostis Stefanopoulos, tandis que son adversaire vaincu, le voici, chef de l'opposition conservatrice, Kostas Karamanlis, se réjouissait d'être à la tête d'une minorité si importante. En Allemagne, c'est Angela Merkel qui a été officiellement élue ce soir présidente du Parti chrétien-démocrate, la CDU. Elle est la première femme à accéder à ce poste à ce niveau en Allemagne. Angela Merkel, qui est née en Allemagne de l'Est, veut rompre avec le système Helmut Kohl. Et la CDU a déjà fait entendre son opposition au chancelier Schröder concernant l'immigration et l'annonce de la venue prochaine de milliers de spécialistes indiens de l'informatique. Correspondance Olivier Lerner et Jürgen Dobrowski. Petit balai, mais grand ménage de printemps. La droite s'offre d'abord un nouveau visage, venu de l'ex-Allemagne de l'Est avec Angela Merkel à sa tête. Elle sera, c'est sûr, plus démocrate, plus ouverte et plus propre que son illustre prédécesseur, Helmut Kohl, invisible aujourd'hui. Personne ici n'a oublié les caisses noires qui ont sali la CDU ces derniers mois. Pas vraiment disparu Helmut Kohl, son ombre plane encore sur ce congrès, le premier où il brille par son absence depuis les années 50. La CDU cherche malgré tout à se replonger immédiatement dans la politique avec une question sensible, l'immigration. 20 000 informaticiens venus d'Inde et des pays de l'Est sont attendus dans le pays car il faut faire face au manque de spécialistes dans ce domaine. Cette immigration économique n'est pas du goût de tout le monde, à droite. À court terme, cela pourrait être une solution, mais à long terme, il vaut mieux d'améliorer la formation de nos enfants. L'immigration dans la région de Düsseldorf. Le candidat aux prochaines élections prévues pour mai prochain en a fait son cheval de bataille. Est-ce que vous allez stopper cette campagne anti-immigration ou va-t-elle continuer? Non, on ne va pas s'arrêter là. On donne aux gens qui craignent de perdre leur emploi la possibilité de demander des informations supplémentaires sur l'immigration. Nous, on communique là-dessus. La gauche nous attaque violemment pour ça. C'est peut-être parce qu'elle a peur de perdre ces élections régionales qui approchent. Elle défend l'idée d'une immigration ordonnée, Angela Merkel. Elle est pour un règlement commun européen. On est de retour, a-t-elle lancé devant ses supporters qui ont longuement applaudi dès demain leur nouvelle étoile. En Tunisie, quelques jours après les obsèques d'Habib Bourguiba, rien ne change, question liberté et droits de l'homme. Les pratiques du régime du président Ben Ali sont constantes et toutes les voix discordantes doivent être étouffées. Ainsi, le journaliste Taoufik Benbrik, correspondant entre autres du quotidien français La Croix, a-t-il commencé une grève de la faim pour dénoncer le refus des autorités tunisiennes de lui délivrer un nouveau passeport. Reportage à Tunis de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Gilles Jacquet. Cela fait une semaine que le journaliste tunisien Taoufik Benbrik ne se nourrit que de tisanes sucrées. Passeport confisqué, convocation au tribunal pour 2 articles, la grève de la faim est pour lui l'ultime forme de combat. Chaque jour, il y a une grande part de la Tunisie militante qui vient me soutenir. Dans la pièce voisine des éditions Aloès, cette Tunisie militante, un groupe d'intellectuels de gauche qui a plus de contact avec le milieu universitaire qu'avec la population, mais qui sait exprimer les frustrations des Tunisiens. Lieu de liberté de parole, placé sous surveillance permanente de la police. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour soutenir le seul journaliste tunisien qui mérite ce nom, Taoufik Benbrik. Taoufik Benbrik fait la grève de la faim pour dénoncer un régime où tous ceux qui osent critiquer le pouvoir font l'objet d'un harcèlement de la police. Il est vrai que je proteste parce qu'ils ont pris ma famille en otage, mes amis, mes parents proches, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, qu'on tabasse parce que j'écris, parce qu'ils filent mes amis, parce qu'ils violent leur domicile. Tout le monde ici est dans le collimateur de la sûreté tunisienne, dont l'étudiante Imen, amie de Taoufik et militante syndicale, a connu les salles de torture. J'étais frappée avant dans les postes de la police
où les coups restent, j'avais un œil bleu et tout. Mais dans le ministère de l'Intérieur, ce qu'ils font, c'est qu'ils te frappent et ils te soignent en même temps. Il y a un médecin et les infirmiers qui à chaque étape de torture, ils font leur travail qui consiste à te soigner pour ne pas laisser des traces, pour que le monde ne voit pas les traces. Combat périlleux pour ceux qui, comme Taoufik Ben Brik, ont décidé de faire connaître la vérité. Au Zimbabwe, la situation devient de plus en plus difficile pour les Blancs propriétaires de plusieurs centaines de fermes. La police semble impuissante à endiguer de nombreux actes de violence. Des fermiers ou cadres blancs ont même commencé à quitter leurs terres. Commentaire Anne Poncinet. Ce jour-là, ceux qui s'appellent les vétérans avaient décidé d'occuper la ferme de Jay Hammond, un fermier blanc. Sous la pression, ils l'ont contraint à signer un papier selon lequel il s'engageait à quitter sa ferme sous 7 jours. Ce mouvement a commencé en février. Aujourd'hui, près d'1 millier de fermes blanches sont occupées au Zimbabwe. Personne ne peut vivre dans l'anarchie. Ça fait 61 ans que je suis là, depuis 1939. Et maintenant, je m'en vais. Vous partez de toute façon? Ah oui, je m'en vais quoi qu'il arrive. À l'origine de ce mouvement, donc, les vétérans, d'anciens combattants de la guerre d'indépendance de l'ex-Rhodésie devenue Zimbabwe. Ils prétendent récupérer les terres volées, disent-ils, par les Blancs à leurs ancêtres. Et pour des raisons électoralistes, le président Mugabe les encourage. La police ne bouge pas. Le Parlement a même voté la semaine dernière une loi permettant l'expropriation des Blancs sans indemnisation. Dans ce pays, 4500 fermiers blancs possèdent 70% de la terre arable. D'évidence, une réforme agraire s'impose pour redistribuer ces immenses propriétés. Ici, 1200 hectares de tabac, 200 travailleurs. Mais la méthode employée depuis quelques mois par les vétérans s'apparente plutôt à de l'usurpation. D'ores et déjà, les fermiers blancs ont porté l'affaire devant la Cour suprême pour exiger la protection de la police. Le jugement doit être rendu jeudi. Les vétérans, eux, ont annoncé de nouvelles occupations pour demain. Violence, fraude et incertitude au Pérou après le premier tour de l'élection présidentielle. Le président sortant Alberto Fujimori serait en tête, mais les milliers de partisans du candidat de l'opposition Alejandro Toledo sont venus manifester tard dans la nuit jusque devant le palais présidentiel dans le centre de Lima. Ils dénoncent une gigantesque fraude. Un deuxième tour sera sans doute nécessaire pour départager les deux candidats. Puis en Géorgie, réélection aisée du président sortant Edouard Shevardnadze. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Mikhail Gorbatchev a recueilli plus de 80% des voix aux élections en Géorgie. Peut-être une perspective de paix en Corée. Une rencontre pourrait avoir lieu du 12 au 14 juin entre le président Kim Dae-jung et le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-il. On voit la photo des deux négociateurs, ministres des Affaires étrangères du Nord et du Sud. 2 chirurgiens de l'hôpital de Châteaudun ont été suspendus à la fin de la semaine dernière de leurs fonctions. À l'origine de cette suspension de service, 3 décès suspects, mais également des dysfonctionnements et des rivalités personnelles. Le préfet d'Eure-et-Loir a estimé les faits suffisamment graves pour informer le procureur de la République. Reportage à Châteaudun, Dorothée Cochard, Jean-Louis Bousser. Dans son salon, les affaires qu'il lui a fallu déménager en quelques heures. C'est l'un des 2 chirurgiens suspendus de ses fonctions. Il se montre résolument confiant. J'exerce à Châteaudun depuis 11 ans. J'ai opéré des milliers de personnes pendant cette période. J'ai d'excellentes relations avec mes malades. J'ai également d'excellentes relations avec mes collègues anesthésistes. J'ai de bons rapports avec le personnel du bloc opératoire. Tirez les conclusions vous-même. À l'origine de sa suspension, sa mésentente avec l'autre chirurgien de l'hôpital de Châteaudun, le docteur Ali, qui n'a pas voulu s'exprimer. Aujourd'hui, le préfet d'Eure-et-Loir s'inquiète. 3 malades de l'hôpital seraient morts par négligence. Au dire du personnel hospitalier, les 2 chirurgiens ne se passaient pas toujours les dossiers nécessaires au suivi des patients. C'était tampon entre le patient et le chirurgien, en fait. Expliquer au patient pourquoi le chirurgien ne vient pas le voir. Ça fait 8 heures que je suis là. Nous, à notre niveau, on était dans un mensonge pratiquement permanent en expliquant que le chirurgien est occupé au bloc, sachant pertinemment que souvent c'était pas vrai. Et c'est précisément à cause des risques encourus par les malades que Martine Aubry a suspendu les 2 chirurgiens. Dans la décision qui a été prise par le ministère,
c'est qu'elle préserve tout à fait l'avenir des patients. Je ne sais pas s'il y a eu des conséquences graves. Ça, ce sont l'enquête ou les enquêtes qui sont en cours ou qui se feraient, qui le diront. L'enquête devrait déterminer la gravité des faits, la responsabilité de chacun et les suites à donner à ce que la préfecture qualifiait hier encore de simple incident. Après la mort d'une enfant de 2 ans retrouvée inanimée dans la rivière Ariège bordant un camping près de Pamiers, les enquêteurs auraient acquis la conviction que le décès de la fillette ne serait pas dû à une noyade. 2 personnes sont actuellement gardées à vue, la mère de l'enfant et un ami de celle-ci. L'ouverture à Metz devant la cour d'assises de la Moselle d'un nouveau procès où comparaît Francis Holm. Il est accusé cette fois du meurtre d'une jeune femme de 26 ans, meurtre commis en décembre 86 dans les environs de Metz. La remise en liberté du nationaliste corse Arlin Orsogne. On le voit ici sortir de la prison de la Santé. Celui-ci était rentré d'Amérique centrale en France la semaine dernière. Arlin Orsogne a été placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 9 mai prochain pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Les faits remontent à 1980. Le laboratoire européen de recherche sur la polyarthrite rhumatoïde de Génépole, installé à Évry, vient de lancer un appel aux personnes atteintes de cette maladie pour collecter de l'ADN grâce à une simple prise de sang sur 10 000 malades. Cette maladie, polyarthrite rhumatoïde, toucherait près de 400 000 personnes en France. Alors certes, il existe des traitements, mais ils sont encore imparfaits et seule la génétique permettra de préparer le médicament de demain. Et dans cette recherche, l'argent du Téléthon est utile. Reportage Jean-Daniel Flézaquier et Bernie Mériot. Le matin, quand je ne suis pas trop gonflée, j'arrive à rentrer dans une pointure parce que je fais du 34,5. Et quand j'ai mal et quand je suis gonflée, je rentre dans du 36-37. 2 pointures d'écart d'un jour à l'autre. Pour Flora, se chausser n'est pas simple. Cette jeune femme souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire qui détruit certaines de ses articulations, comme ici, à droite, entre les 2 premières phalanges de son index. Dans sa vie quotidienne, Flora souffre, malgré les traitements et les opérations. Certains gestes deviennent très compliqués. Le repassage, c'est banni parce que je me fais mal au poignet, au coude et à l'épaule. Donc ça, c'est définitivement fini. Avant, je faisais énormément de couture. J'aimais beaucoup ça. La dernière chose que j'ai faite à la main, c'est mes rideaux actuels. Et j'y ai mis 3 semaines, au lieu de les faire en quelques jours. Alors il y a les petits trucs, comme par exemple mettre ses meubles sur roulette pour le ménage, ou bien encore faire de la kinésithérapie. Des choses qui peuvent paraître aussi simples, qui sont en fait très techniques, que la rééducation, notamment la rééducation des mains, permettent de beaucoup prévenir un certain nombre de déformations liées à cette maladie. Mais le grand espoir, c'est la génétique. Ici, au Génopole, à Évry, on espère pouvoir analyser le patrimoine génétique de milliers de malades volontaires et identifier les gènes qui prédisposent à la maladie. Ces facteurs sont des facteurs de prédisposition. Ils sont là avant que la maladie ne se déclenche. De comprendre comment ces facteurs permettent le déclenchement de la maladie, c'est le moyen de remonter à la cause. Et remonter à la cause, c'est à terme trouver un traitement spécifique qui permettrait d'arrêter l'affection. C'est pour cela que Flora ira donner son sang. Alors si vous faites partie de ces personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, vous voulez donner votre sang et donc permettre cette collecte. Voici un numéro de téléphone, le 0820 000 025. Tout cela aussi sur notre site internet si vous voulez le noter. Un nouveau cas de vache folle a été décelé dans le département de l'Eure-et-Loir. C'est le 14e cas depuis le début de l'année en France. Un troupeau de 72 bovins a été abattu. Du sport, du football, dans l'attente d'une décision des instances nationales, jeudi soir, l'affaire des incidents entre Monégasques et Marseillais vendredi soir, au cours du match, au stade Vélodrome, occupe tous les esprits du football français. Alors, sur place, on a échangé des coups dans les couloirs et la réputation marseillaise est fortement dénoncée dans la principauté. Mais il est difficile pour l'instant de savoir qui a commencé. Nathanaël de Rinxin, Mickaël Darmon et Olivier Galzi font le point sur cette enquête. Cet après-midi à Monaco, les chasseurs d'autographes ont attendu en vain Marcello Gallardo. Le joueur monégasque n'est pas venu à l'entraînement. Le match de vendredi est encore dans tous les esprits. La direction du club a interdit à ses joueurs d'en parler. Pourtant, il reste des choses à dire sur le comportement de certains Marseillais dans les couloirs du Vélodrome. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à la mi-temps. J'ai vu ce qui s'était passé au début du match, quand il y a eu les intimidations de Patrick Blondeau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Il a tout simplement été voir Simonet en lui mettant une gifle et en lui disant ce soir, tu fermes ta gueule, je ne veux pas te voir. Enfin,
Et après, à la mi-temps, vous étiez dans les vestiaires? À la mi-temps, oui, j'étais dans les vestiaires, on n'a pas pu en sortir. Pourquoi, je sais pas. Il y avait des gens qui bloquaient la porte, vous voulez dire? Oui. Je sais pas qui, on n'a pas su. Et quand vous êtes sortis? Bah, c'était trop tard, puisqu'on a vu Gallardo qui revenait avec du sang plein la figure, et puis ça se voyait qu'il avait mal de partout, et en fait, il a des commotions un peu au niveau des abdominaux et du pubis. Que s'est-il exactement passé vendredi dans ce couloir à la mi-temps du match? Que signifie cette agitation qui gagne les joueurs marseillais? Aujourd'hui, seul l'arbitre assistant de la rencontre semble en mesure de raconter l'altercation entre Galtier et Gallardo. Ce soir-là, les caméras étaient exceptionnellement absentes de cette partie du stade. J'ai vu M. Galtier se retourner, puisqu'il était dans l'escalier, il était quelques marches au-dessus de M. Gallardo, se retourner et donner un coup à M. Gallardo, qui, lorsqu'il avait accusé ce coup, lui-même a donné un coup à M. Galtier. Mais l'arbitre n'a peut-être pas tout vu. Les blessures reçues par le joueur monégasque sont importantes, trop importantes pour être l'œuvre d'une seule et même personne. C'est sûr que Gallardo, il avait des marques, je l'ai vu sortir du vestiaire de l'arbitre, il avait des marques, donc il n'est pas tombé tout seul, bien sûr, on en a conscience. Mais d'un autre côté, c'est pas Christophe Galtier qui lui a fait toutes les marques que je l'ai vues sur le visage, sinon il aurait fait une grande carrière de boxeur. Le lendemain du match, Gallardo a porté plainte, il a formellement identifié 3 de ses agresseurs. Jeudi, la commission de discipline réunira les acteurs de ces incidents pour élucider les nombreuses zones d'ombre qui subsistent et prendre d'éventuelles sanctions. Cinéma, mercredi sur les écrans, Là-bas mon pays, le 11e film d'Alexandre Arcadi, une histoire qui tient du polar mais aussi du souvenir. Il s'agit du récit adapté d'un roman de René Bonnel, Grandes Vacances. Le héros principal d'un journaliste de télévision incarné par Antoine Decaune. Le film a été présenté en avant-première à Alger samedi soir où se trouvaient Marie Jaujoin et Maryse Richard. C'est un rêve que j'avais du mal à imaginer. Être ici pour présenter ce film en avant-première mondiale. Pour Arcadi, une avant-première comme une évidence. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Comme un acte d'amour pour l'Algérie, son pays natal. Plus de 700 Algérois se sont pressés dans la salle de l'Oref, le plus grand cinéma d'Alger, pour assister à la projection du premier film français, tourné en partie en Algérie depuis 16 ans. En racontant l'histoire de Pierre Nivelle, journaliste de Télé Pieds Noirs qui retourne dans l'Algérie de 94, l'Algérie de l'horreur, pour sauver la fille de son premier amour, une musulmane, Arcadi a délibérément choisi de confronter 2 réalités, celle des Pieds Noirs et celle des Algériens. Le film est articulé sur 2 époques, 62, la fin de la guerre d'Algérie, une violence à l'identique dans les rues, et puis 94, une autre guerre, aussi terrible. Il fallait la décrire, on ne pouvait pas passer à côté, je ne pouvais pas faire une histoire d'amour, seulement une histoire d'amour, même si c'est le cœur même du film. Vous aviez peur vous aussi? Tu sais ce qu'arrive aux Français qui vont dans la Casbah, non? La corruption a entraîné la misère, et la misère le fanatisme. On ne sait plus qui on est, Pierre. D'un côté les intégristes, et de l'autre des salopards qui s'en mettent plein les poches. Et nous entre les deux. Tous les jours on fait le grand écart. Le cinéma revient, donc on va décrire l'Algérie non plus à travers seulement son malheur, mais à travers aussi ce qu'il y a d'exaltant, de beau, de touchant. Si lors des projections privées en France, le film a fait pleurer les Pieds Noirs, ici aussi il est allé droit au cœur des Algériens, qui de génération en génération se souviennent. On ne savait pas à quel point leur douleur était immense, parce que c'est le mot. Hein. Et là, le déchirement qu'il y a eu, mais quand même on regrette qu'ils soient partis. Hein. Leur histoire, ils ont marqué l'histoire quand même de l'Algérie, ils sont toujours là, présents dans nos cœurs. Hein. Standing ovation, applaudissements, you-you, un triomphe. Pour les comédiens et pour le public, une soirée inoubliable, sous le signe de l'émotion. À Cannes, Gérard Depardieu et Michel Cotta pour France 2 viennent d'annoncer le lancement d'une coproduction internationale, coproduite donc avec Gérard Depardieu, où Christian Clavier jouera le rôle de l'empereur Napoléon, d'après l'œuvre de adaptée par Didier Lecoing à partir de l'œuvre de Max Gallo. Dans le deuxième épisode, Gérard Depardieu aura également un rôle. Il n'est pas seulement coproducteur, donc lancement par France 2 de Napoléon. 2 expositions actuellement des œuvres de Daniel Buren, l'une à Villeurbanne dans le Rhône, l'autre à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Le peintre et architecte Daniel Buren fut révélé au grand public par ses colonnes du Palais Royal. Il est aujourd'hui commenté et souvent salué au bout de beaucoup de routes de France, comme le raconte Antoine Commery avec Alain Locaccio. Numéro 645 à destination de Lyon-Gérard.
C'est un long voyage qu'il nous fallait entreprendre. Un voyage à la recherche de Daniel Buren, l'une des figures marquantes de l'art français de cette fin de siècle. Première étape, Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Là, nous en étions sûrs, l'artiste y était passé et y avait même laissé d'étranges cabanes colorées. Ce matin-là, des collégiens de la ville partaient eux aussi avec leur professeur d'art plastique à la découverte de son œuvre. C'est grand, c'est immensément grand. Bon, ça rappelle quoi finalement? Ça rappelle les vitraux. Au total, 13 cabanes dont les portes sont rejetées sur les murs. Des œuvres éclatées créées tout spécialement pour le lieu, comme pratiquement toujours dans le travail de Buren. Un labyrinthe ludique de volumes et de couleurs fait de plexiglas, de bois, de toile ou de métal. Et au détour d'une salle, les bandes verticales écartées précisément de 8,7 cm et qui ont fait la notoriété de l'artiste. Alors, pour en savoir plus sur ces fameuses bandes et leur origine, nous avons repris le train direction le nord, Villeneuve d'Ascq, musée d'art moderne. Là, ils sont exposées les premières toiles de l'artiste. Nous sommes en 1965 et aux bandes, peintes à la main, vont succéder des bandes toutes faites du tissu de store que Buren trouve par hasard sur un marché. Il va en faire sa signature visuelle et se rendre célèbre avec ses répétitions infinies. C'est un des très grands artistes français contemporains et c'est certainement l'un des artistes français, l'un desquels, qui se compte sur les doigts d'une main, français les plus reconnus à l'étranger. Alors nous avons fait défiler d'autres bandes, celles de l'autoroute qui nous ramenait à Paris. Car c'est là que nous avons enfin retrouvé celui qui nous a fait traverser la France entière. Je pense que mon travail est extrêmement fragmenté et qu'il est dispersé, qu'il est fragmenté, qu'il est éclaté et que d'une certaine façon personne ne peut voir tout le travail et tout ce travail ne peut pas non plus se remettre en rétrospective comme on peut le faire avec beaucoup d'œuvres d'art dans un seul lieu. Ignorant la polémique qui présida à leur installation, les enfants du Palais Royal se sont appropriés les colonnes rayées de M. Buren. Certaines passantes, espiègles, y ajoutent même une petite touche personnelle. Ouais, même sur les cravates. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Le naufrage du pétrolier Erika serait dû à une fissure dans la coque. C'est la version donnée par la société italienne Rina, avec ses premières images que nous avons révélées. Société italienne qui est chargée du contrôle du navire. Et puis, gaffe aux étiquettes, les produits alimentaires contenant plus d'1% d'organismes génétiquement modifiés OGM doivent être obligatoirement signalés à compter de ce 10 avril. Regardez bien. Dans quelques secondes, la météo avec Isabelle Martinet. Et puis jour après jour, avec Jean-Luc Delarue, avec un thème cher à Pascal Guigné, les jumeaux. Et ça sera suivi du magazine de la rédaction Argent Public avec Sylvain Attal, du dernier journal de Florence Duprat à 0h40, et puis l'entretien présenté par Alain Duhamel, qui aura comme invité Bernard-Henri Lévy. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.